Donc bienvenue encore à ce 57e midi de l'IRIB consacré au bois de la Cambre, avec un titre qui est Entre espace vert et mobilité, une exploration de perspectives divergentes sur l'autorisation du trafic motorisé dans le bois de la Cambre, avec d'une part une présentation historique, mise en perspective historique, et les résultats d'une enquête qui était menée en collaboration avec le BSI, le Brussels Studies Institute. Donc les deux chercheurs principaux qui étaient à l'initiative de cette enquête sont Claire Pelgrims, qui est docteur en art de bâtir et urbanisme de l'ULB, qui est chercheuse au laboratoire Sacha à la Cambre, et Nicolas Daschio, donc Nicolas et Claire, peut-être lever la main. Nicolas, qui est donc docteur en études urbaines de la VUB. Et donc la collaboration et le partenariat avec le BSI s'est fait en particulier avec Luz van den Broek, qui est docteur en psychologie, et Sebastiano Cincinnato, qui est sociologue et docteur en sciences pédagogiques. Voilà, alors j'aurai l'occasion de présenter notre discutant dans un instant, mais vu qu'on a déjà pris du retard, j'invite les différents orateurs, parce que je pense qu'ils vont chacun prendre la parole à tour de rôle, de faire leur intervention. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je veux appeler votre attention sur le titre de cette présentation Entre espace vert et mobilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va parler du bois de la Cambre, mais il y a un intérêt de recherche et de réflexion autour de la mobilité et des espaces verts qui souvent sont présentés comme des domaines politiques différents, comme des disciplines différentes, et pourtant, ils se rejoignent plus souvent de ce qu'on en pense, et dans le contexte du bois de la Cambre en particulier. Alors, et cette étude, pour bien comprendre cette étude, il faut faire quelques pas à l'arrière, plus ou moins un an, et se replonger dans le contexte dans lequel on était il y a un an. Il y a un an, on euh, sortait depuis un moment déjà de la première vague du Covid, de lockdown plus sévère, et, et, et entre autres choses, il y avait un débat assez réchauffé, on va dire euh, assez important, une polémique, une controverse autour du bois de la Cambre qui avait été fermé aux voitures pendant le lockdown. Mais après, la ville de Bruxelles s'est dit bah, pourquoi pas le fermer encore plus pour prolonger la fermeture. Et ceci avait lancé une controverse qu'on va expliquer ou rappeler dans les détails plus tard. Mais pour vous dire alors que dans ce moment-là, et en tant que chercheur, on s'est dit bah, comment on a envie de contribuer à nuancer ce débat, à enlever aussi l'enlever de la polarisation, essayer de mieux comprendre qu'est-ce que se passe et comment ça se passe. Et donc, avec les outils on avait disponibles, notre ressource, notre capacité. Donc, qui on est? Cette recherche est en collaboration, comme Michel l'a dit, entre la VUB, l'ULB et le BSI, mais en particulier, j'ai mis des icônes peut-être un peu drôles là pour vous expliquer. Alors, moi, je m'occupe d'espaces verts dans ma recherche. Claire, c'est plutôt de mobilité, des petits pieds, mais bon, son point d'entrée, son expertise de recherche est la mobilité. Et les BSI, et Sebastiano et Luz viennent ici avec leur casquette de chercheur dans les BSI. Ça veut dire un centre de recherche qui s'occupe de Bruxelles, veut comprendre Bruxelles et veut contribuer à mieux comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Aussi, on est une équipe multilingue, multination, et donc vous allez voir des slides en anglais ou en français. On présente bon, moi, je ne présente pas dans ma langue maternelle, les autres vont aussi aller un peu d'une langue à l'autre, mais n'hésitez pas à utiliser la langue que vous préférez. Voilà, donc l'objectif de cette recherche, c'était... alors, euh, une partie de cette recherche, donc c'est un questionnaire qu'on a lancé il y a un an pour comprendre l'utilisation et les motivations des gens du bois de la Cambre. Et je tiens à souligner que ce n'était pas un référendum autour de est-ce qu'il faut fermer, est-ce qu'il faut ouvrir le bois de la Cambre, ni était une enquête, on va dire, représentative de la société bruxelloise, métropolitaine ou cloise ou quoi que ce soit. Ce n'était pas un échantillon représentatif dans ce sens-là, mais c'était essayer de comprendre les raisons de qui est pour et qui est contre.
Et en mai dernier, on a publié un premier rapport que vous pouvez trouver ici, c'est photographié vite, sinon sur le site de BSI, et avec une description de la recherche. Et aujourd'hui, après quelques mois, on se replonge dans les données pour essayer de mieux comprendre. Nouvelle diapo, s'il te plaît. Voilà. Et donc, le cadrage, voilà, on regarde ces sujets parce que nous intéresse le bois de la Cam, mais aussi pour regarder la ville dans un sens plus large. Et donc, on regarde l'espace public comme espace de controverse. Si vous pensez l'espace public, souvent, ou très souvent, soit un espace de mobilité, soit un d'espace vert, et la mobilité, c'est vraiment des utilisations très, très fréquentes. Et il y a des points de tension dans l'espace public et que je cite ici, ils sont vrais en général dans les villes, mais à Bruxelles en particulier. Et donc, entre autres, il y a les points de tension entre le séjour et les déplacements. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public? C'est pour rester ou c'est pour le traverser, pour aller de A à B. Il y a des questions de habitabilité contre l'accessibilité. Donc, en anglais, c'est livability versus accessibility. Donc, des questions d'habitabilité du quartier contre l'accessibilité régionale, par exemple, métropolitaine, qui sont des points de tension très importants. Et après, d'autres un peu moins, mais ça fait aussi partie de notre réflexion et du point de départ d'où on vient, et donc des questions de l'échelle locale, l'échelle métropolitaine, et donc dans plusieurs sens, des questions de mode de vie urbaine et mode de vie périurbaine, mobilité active, mobilité motorisée. Tout cela, ça vient aussi, ça joue aussi dans notre réflexion. Et où est-ce qu'on met les curseurs dans ces tensions? C'est des questions à niveau individuel, à niveau politique, c'est encore autre chose, mais à niveau individuel, ça ressort de la situation, de sa propre situation, de ses propres expériences, de sa propre valeur, de ses propres normes. Et donc, c'est ça qu'on cherche, on recherche, on essaie de comprendre et de mieux comprendre. Et voilà. Un autre couche dans cette, pour ajouter au contexte, c'est l'histoire de, avec le Covid, bon, on le sait tous, c'était un moment de tout a changé à niveau de mobilité, à niveau de pratique sociale, d'utilisation des parcs. Et donc aussi un moment pour aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques mois, de revoir le monde d'après. Et donc cette recherche aussi contribue dans ce sens-là à nous aider dans ces moments de changement social et politique. Voilà. Je laisse la parole à Claire. Merci. Vous m'entendez bien? Donc je vais effectivement vous présenter l'évolution historique en fait, du bois de la Cambre. Donc peut-être commencer par rappeler qu'en fait le bois de la Cambre c'est un parc qui a été dessiné au 19e siècle, dans la seconde moitié, dans une continuité avec l'avenue Louise. Donc à l'époque c'est un endroit où on teste avec l'avenue Louise un nouveau modèle de ségrégation modale, où on va à la fois séparer ce qui relève de la mobilité d'agrément et ce qui relève de la mobilité utilitaire, mais aussi à travers les différents modes de mobilité d'agrément, on va essayer vraiment de spécialiser, de créer différents couloirs pour ces différents modes de manière à privilégier une expérience agréable pour les promeneurs. Donc, au niveau de l'avenue Louise, par exemple, on a en fait un système à l'époque de 7 couloirs avec au centre les carrosses hippomobiles, et puis on a 2 terre-pleins sur lesquels on va avoir d'un côté les cavaliers entre les 2 rangées de marronniers et de l'autre côté les promeneurs. Ensuite, on a les contre-allées qui, elles, sont pavées et qui sont réservées plutôt pour les voitures, les charrettes, etc., mais qui sont donc plus utilitaires. Et puis, on a la partie des trottoirs de part et d'autre qui vient protéger les façades, mais aussi offrir un refuge pour les piétons. Dans le bois de la Cambre, on va avoir un système avec uniquement 3 réseaux de promenade, mais je vais y revenir. Donc c'est un parc qui est dessiné pour la ville de Bruxelles qui, à un certain moment, acquiert en fait ce territoire-là, qui plus anciennement était en fait, était dans une continuité avec la forêt de Soignes, mais qui à un moment est vraiment prévu et désigné et acquis par la ville pour en faire un espace récréatif dédié à la pratique de la promenade, qui à l'époque était une pratique des élites socio-économiques. C'est Edouard Killing qui gagne le concours et qui reçoit l'autorisation de faire ce parc avec un budget extrêmement limité à l'époque, mais il fait le choix de le faire quand même parce que c'est intéressant pour sa carrière. Et donc, avec ce budget limité, il va en fait garder toute une série des arbres existants
ce qui explique pourquoi est-ce que ce parc est tellement arboré et pourquoi aussi on a peut-être l'impression maintenant qu'en fait c'est pas un parc mais un bois, et le nom aussi porte à confusion. Et dans ce parc, il va en fait privilégier donc un aménagement à l'anglaise avec donc qui évoque en fait un milieu plutôt naturel, mais qui offre des surprises tout au long des différents parcours, donc qui se font sur un triple réseau de promenade avec d'une part les 2 8 qui sont réservés pour les voitures hippomobiles, les carrosses à l'époque, un réseau pour les cavaliers, et puis un réseau de promenade pour les piétons. Donc le parc et l'avenue sont conçus au début des années 1860, et en fait c'est un peu le même moment aussi où à Bruxelles apparaît très rapidement le vélo comme une pratique à l'époque vraiment liée au loisir. Et donc très vite en fait le système de ségrégation entre ces trois modes est questionné par l'arrivée du vélo loisir qui est aussi pratiqué par les classes, plutôt par les élites urbaines. Et donc, on va intégrer plus tard une piste cyclable sur l'avenue Louise. Dans le bois, par contre, on va en fait changer le règlement pour autoriser les vélos à circuler dans le bois néanmoins. Slide suivant. À l'entre-deux-guerres, c'est vraiment le moment où finalement on va avoir la tension émerger entre mobilité utilitaire et mobilité récréative dans le bois, parce qu'on a, en fait, c'est le moment où s'urbanisent les quartiers autour du bois, autour du parc. On a un développement de l'automobile aussi à l'époque qui reste quand même toujours très limité aux élites, et de la vitesse. La voiture aussi prend une importance symbolique à l'époque, comme c'est vraiment un marqueur social, et aussi aux dépens du vélo, dont se désintéressent à l'époque les élites urbaines. Et donc, à partir de l'entre-deux-guerres, on va voir finalement dans le bois à la fois des voitures loisirs qui sont toujours pour se promener, voir et être vus, et en même temps des gens qui passent par là parce que c'est peut-être aussi plus agréable, mais dans leur trajet, peut-être pas domicile-travail à l'époque, mais en tout cas dans leur trajet utilitaire. Slide suivante. Alors après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir une transformation en fait des avenues du bois qui vont en fait être transformées petit à petit en un espace de vitesse. On a notamment en 1947 l'aménagement d'un parking devant le chalet des Rossignols et donc des accès automobiles jusque-là. On va aussi avoir petit à petit une asphaltisation des voies carrossables du parc. On va installer des systèmes de feu, etc. Donc quelque part, on va permettre en fait la transformation de tout cet espace. Et là, je vous ai mis une image d'une interview de Roger Moore, qui donc, faisait James Bond, qui a interrogé à Bruxelles donc en 67, et on l'interroge dans sa voiture sur l'avenue Louise et puis dans le bois. Et donc on voit bien qu'en 67, les voiries sont déjà asphaltisées. Mais malgré toute cette transformation qu'on peut observer, il n'y a pas vraiment de politique derrière. Donc c'est plutôt une approche de laisser faire, où quelque part on se laisse emporter par les transformations petit à petit, mais il n'y a pas vraiment de réflexion sur le fait de transformer les voiries du bois en autoroute, ou en tout cas en système rapide pour le trafic de transit. Et notamment, c'est assez intéressant quand on peut comparer ça avec la controverse qui naît en 1951, quand l'administration des travaux publics propose de créer un ring, donc une ceinture de contournement pour Bruxelles, et que le dessin initial passe par la forêt de soigne. Donc on ne parle même pas du parc, on est dans le milieu forestier qui est un peu plus éloigné. Et on a énormément de controverses sur comment est-ce qu'on traverse finalement une forêt avec une autoroute, avec un dispositif pour la vitesse, où par exemple le directeur de l'administration se défend quelque part de vouloir vraiment construire une autoroute dans cette forêt, en proposant finalement un schéma pour la forêt et pour la campagne, où il compare ça plutôt à 2 drèves de Lorraine l'une à côté de l'autre, et pas vraiment à une autoroute telle que les autoroutes américaines, etc., qu'on a en image à l'époque. Donc finalement une situation qui est absolument pas qui est très controversé ailleurs, et donc un projet qui n'existe pas au niveau du bois de la Cambre. En plus de ça, en 66, on a donc assez rapidement en fait la constitution d'un comité d'experts qui vont avoir pour objet de
veiller en fait à la santé des arbres pour aussi qu'ils ne s'effondrent pas sur les voitures et les passants qui passent dans le bois. Mais donc un objectif de sauvegarde qui se met petit à petit en place et qui va aboutir en 76 au classement du parc comme un site historique et qui reconnaît du coup la qualité aussi du système de ségrégation modale mis en place par Edward Kelly au 19e. À l'époque, donc en 76, on va aussi décider de fermer la majorité du parc au trafic automobile les samedis et dimanches durant l'été, justement dans cette perspective de quelque part garder aussi les usages historiques du parc et donc préserver aussi les qualités anciennes du parc. La slide suivante. Après ça, en fait, on a toute une série de... Enfin, la question du trafic automobile dans le bois reste une question qui est régulièrement débattue. On peut citer notamment deux projets qui sont là plutôt dans une approche qu'on appelle classique d'ingénierie des transports et qui donc sont toujours dans une réflexion où l'objectif est de quand même garder la fluidité du trafic automobile. On a d'abord le projet de tunnel de la Sobemap en 82 où il s'agit en fait de créer un tunnel pour le tram entre le rond-point Étoile et l'avenue Churchill et qui ne sera pas réalisé mais qui en raison du coût important des ouvrages, mais aussi parce que c'était problématique pour l'époque de quelque part devoir démolir une partie du nord du parc pour réaliser ces aménagements, mais qui néanmoins réalise toute une étude en fait, du trafic et des différents flux de mobilité autour du bois, et qui va être repris en 85 dans une étude qui est réalisée par des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles, et qui, eux, posent assez clairement la problématique de cet espace de transit, en disant que voilà, cette problématique à deux niveaux. D'une part, parce que ça empêche les usages récréatifs du bois, mais aussi parce que dès qu'il y a un peu de vent, c'est un espace qui en fait ne peut pas être utilisé, qui est fermé, et du coup, ça crée toute une série de problèmes ces jours-là, mais qui sont quand même assez fréquents dans les voiries environnantes. Et donc, eux disent, non, il faut qu'on trouve une solution pérenne en fait à ce système. Et eux, du coup, se basent sur les comptages qui avaient été réalisés, les complètent et proposent finalement d'organiser les voiries qui environnent le bois de manière à permettre en fait la déviation du trafic à ces endroits-là. Et ils proposent notamment aussi un petit tunnel toujours au même endroit que le proposait la Sobemap, mais qui serait à la fois un tunnel de tram et à la fois un tunnel routier. Slide suivante. Alors, dans ma recherche, moi j'ai fait une thèse sur la question de l'évolution des aménagements de mobilité à Bruxelles depuis les années 50, de manière plus générale, et j'avais pu observer à partir des années 2000 vraiment un tournant dans la manière dont on considère en fait ces enjeux de fluidité et à la fois la question de la qualité de vie en ville. On va quelque part de moins en moins donner de l'importance à cet argument de la fluidité, en tout cas au niveau des espaces internes à la région. Et c'est assez vrai aussi dans ce cas-ci, où on voit par exemple en 2012 le plan communal de mobilité de la ville de Bruxelles qui propose déjà aussi un aménagement qui est évidemment assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Donc d'abord de fermer en fait toute la partie est des 8 du bois de la Cambre, de manière à créer en fait des itinéraires préférentiels pour le vélo, mais en proposant du coup une mise à double sens sur la partie ouest de ce 8 en question. Voilà. Et bon, ça ne sera pas réalisé à l'époque, hein, comme vous le savez, mais néanmoins, c'est le moment où on va décider de fermer le parc les week-ends et les jours fériés, non seulement en été, mais aussi en fait tout au long de l'année. Slide suivante. Et donc, on se retrouve finalement, après cet aperçu assez rapide des différentes étapes historiques, finalement avec le contexte de la pandémie, où s'est fait effectivement ressentir très fort un manque d'espace vert pour la rencontre et la récréation, et ce, à l'échelle régionale. Donc, c'est vraiment un phénomène général. Mais dans le bois, il y avait aussi l'observation d'une diminution drastique des flux de mobilité durant le confinement qui ont amené à cette première décision un peu exceptionnelle de fermer le bois complètement au mois de mars. Et puis cette intention de prolonger en fait cet aménagement, cette réflexion au-delà du confinement au mois de mai, avec là du coup le début des négociations, des coups de pression via la presse, etc., que vous connaissez certainement,
et donc finalement qui a abouti d'abord à la réouverture de la partie nord, mais en gardant la partie sud fermée, et puis finalement la mise en double sens que vous connaissez sur notamment l'avenue de Diane. Voilà, voilà. Je laisse la parole du coup à Sébastien. Prochain slide. Bonjour tout le monde. I'll do it in English because I did the statistics part and it's easier for me to explain statistics in English than in French. But later on, if you have questions, do ask them in French, it would be okay. So what we did is a survey, but and as Nicola already indicated, and this is important to know, it was actually a sort of convenience sample. So through the use of mailing lists or social networks, people were invited to participate in the survey, but it also means that we were, or the survey was to a certain extent actually vulnerable to sort of bad participation to the survey. So people that maybe participated several times in the survey because maybe they saw it as a referendum and then they answered themselves several times, or maybe some people used bots to answer for them. So we took these kind of things into account. And so first thing that we did with the survey was actually do a cleaning of the survey. So to try get out bot answers, to also try out or to try and get out all the people that answered several times on the survey, which we basically did looking at IP addresses. And so all duplicates of IP addresses would be removed. Another cleaning part of the data was looking at the time it took for people to answer the questionnaire. And if the time was considered too short, and then I'm really talking about doing it in 20 or 30 seconds, then also those people were removed from the data. So we were very careful to clean the data and to actually have a sample of people that were more reliable in their answers. But even then, it's still very important to point out, since it's a convenience sample, we do not know to what extent the sample is actually representative of the Brussels population. So there's an internal validity to the sample because the sample is big enough. It's around 7,300 people. But those 7,300 people are not necessarily representative of the people in Brussels or the Brussels metropolitan area. And the first thing that we did, and that's what's in the report that was published in June on the BSI website, is actually descriptive statistics. So it would be cross-tabulations of, for example, age, so the age groups of people, and to what extent they would use green spaces, for example. What I'll present here is actually a more in-depth analysis using more advanced statistical techniques. The first that we used is cluster analysis. So cluster analysis, basically what it means is that based on a response pattern on a question or a number of questions, we will try and group people that have actually similar answer patterns. In regard to this survey, what we actually did was there was one question in the survey that asked people to rank 4 options for the Bois de la Cambre. Those 4 options were would you like traffic to be completely banned from the park? Would you like traffic to be allowed in the whole of the park? And then sort of 2 middle solutions, one being, yeah, I would like to see restrictions of traffic, but the restrictions are dependent on hours or days, so that maybe certain hours cars couldn't drive through the park. The other middle solution was a restriction in areas, so they would like the park to be close to traffic, but just in certain areas. A second analysis that we did is regression analysis. And in regression analysis, the basic idea is actually to see within those groups, the clusters that we made, that I'll show later on, can we see certain profiles? So do people within a group or within a cluster share similar characteristics? Are they, for example, the same age? Or do they have the same use of green spaces? Well, I'll list here all the variables that we used, basically. Next slide. I'll go shortly over this, but it's in case people read the report.
some of the results that I'll show now might be different to the ones that are shown in the report. The reason for this is that in the report, we actually use descriptive statistics. What we did is look at a one-on-one relation between two variables. An example of this could be, it's a fictive example though, that you look, for example, at age, and you see it has a relationship to having physical difficulties. So, for example, people of older age have more physical difficulties. That would be a one-on-one relation. Another one-on-one relation could also be that we see that people who are older visit green spaces less often, or that people who have physical difficulties go visit green spaces less often. What we do in regression analysis is actually take into account all these different relationships that might exist between variables. To go back to the fictive example, it might be so that it's not because people are old that they visit green spaces less often, but it might be because people that are old have more physical difficulties, and that's why they actually visit green spaces less often. And that's what we'll take into account in regression analysis, actually really looking at what is the real relationship between the variable or the variables that we're talking about or taking into account in the model. Yeah, next slide. So these are, in general, the results of the cluster analysis. So we could identify 3 big clusters, 3 big groups of people within our survey. A first group, we call them banned traffic group because these people clearly indicate that their first choice for the park would be no traffic in the park at all. And they're also very clear on what their least favorite option is, and that would be to allow traffic in the park. And then the 2 middle solutions are also for them either the second or the third choice for the park. Then another cluster is kind of, or is not kind of, is actually the inverse of the banned traffic group. That's the allow traffic group. So their first choice is you should allow traffic in the whole of the park. That's what they want. Their least favorite choice is you should ban traffic from the park. And then again, the middle solutions are either the second or the third option for them. And then there was a group of people that we called the middle ground because those people tend to prefer a sort of middle solution, a sort of compromise solution. So being either in certain areas of the park or during certain hours, traffic should be banned in the park. Then we took the cluster analysis further to actually see if those 3 big clusters also had subclusters. And that's the 6 ones, the 6 smaller bullets you see or circles that you see. Maybe the more interesting case is that in the middle ground group, what we saw is you actually have a true middle ground group. So people that actually choose for this compromise solution. And then a group that we called indecisive because their answers are kind of random. So they're not really middle ground. They're more of a rest category, people that don't really make a clear choice on what they want for the park. Both in the ban and allow traffic group, there were also subclusters, and the subclusters were actually what their second choice would be, and they had clear opinions about their second choice. And it would be either having a geographical restriction, so in certain areas of the park, traffic should be banned, or the temporal restriction, so in certain or during certain hours, traffic should be banned. Then, so with the regression analysis, what we did was look at background characteristics and to what extent they related to these groups, to these clusters. And based on the regression analysis, we made a sort of passports, ID cards for these different groups. Maybe I'll not go over through all of them, but what maybe is really interesting to see is that within the allow traffic group, what we see is that these groups of people, or this group of people, tend to stress the fact that for them, La Cambre is actually a recreation, not a recreational, a transit space. So there are people that often use the car, and La Cambre is just a place they go through by car. It's not really a place that they visit, but it's really a transit space. It's important for their mobility, but not for their recreational time.
there's other things we see within this group also, so that they tend to live on the outskirts of the Brussels central area more. I'm looking that they often more suffer physical difficulties. Also interesting, although we can't really explain this, is that they less often have their own garden, these people, or this group of people. Yeah, next slide. And so this is the inverse, or what I called the inverse group last time, is the ban traffic group. And so their profile or their ID is really different from the allow traffic group, in that what we see is that for these people, they often visit green spaces, and La Cambre is a recreational space for them. So it's not a transit space. They don't really go through it by car, maybe by bike, but it's actually more a place that they visit in their leisure time. That's what's important for them. We also see there an age difference, so that it's especially people between the ages of 35 and 44 that are represented within this group. They also tend to live more in the central areas of Brussels, so the Pentagon and the First Belt. And what we also saw was that they are more often employees and less often self-employed or retired. And then the third group is the middle ground group, and in a way they're really middle ground, as in that their profile is somewhere in between the allowed traffic group and the banned traffic group, although two characteristics that kind of define this group, and it's kind of contradictory, these two, in that they are more often retired, the middle ground group, or indicate that they're retired, but they're also between the ages of 45 and 54, which isn't really in correspondence with the being retired fact. So this is still something we have to further look into. Yeah, and that's the three altogether again. But I'll pass the word to Luce now. Is it okay for you? Do you have a preference between a somewhat more fluent English or French that is less fluent? Is it okay to continue in English? It's easier, but as explained before, we're happy to answer any questions in French during discussion, but it's a bit more comfortable for us to do it in English. Okay. But anyhow, the main thoughts, main ideas are in French here. So just some thoughts to wrap up this presentation. Yeah, as a first, as Claire clearly explained, discussions around the park as we saw them the past year are not new. Since the creation of the park, during its history, there were many discussions on how to go about with the park, which functions are more important than others, and how to design the park. So it's a matter of changing needs of people, changing socioeconomic characteristics, changing possibilities as to how to move about, changing characteristics of a labor market, and so on. So we can expect that even if some temporary solution that could solve part of the discussion right now, we can expect that discussions will keep revolving as needs might differ during the times to come. And the second thing is that, of course, as we saw also during news bulletins lately, it's not the only space in Brussels that is being a subject of discussion, which is understandable in a context where the public space is rather scarce. So as it still represents quite a large patch of land, it's quite normal you have discussions going on. But as, for example, now have seen the start of a new discussion on how to rearrange the last part of the A12. It's not just specific, of course, to the Bois de la Cambre that we will see these kind of discussions. There's always, there is very often, and as talked already before, like kind of trade-off between do we put the emphasis on mobility or accessibility versus livability, recreational use of space. So the survey we did clearly reproduces this kind of opposition, this tension that exists between through flow, fluidity of traffic on the one hand, and the need, the demand for more green and recreational spaces, which also often represents
more breathable air, for example. Different characteristics that have been well appreciated during the COVID-19 pandemic. But what is, what is more important is that we don't stick to the fact, to looking at these two opposing groups, but we try to understand, to comprehend what's exactly behind this opposition, because it's often a more, it helps to create solutions, to think about solutions. So these groups are characterized by different background characteristics, as we saw, and different background characteristics often represent just different needs. People find themselves in different situations. One has a private garden or a park nearby, the other hasn't. Someone is, for example, representing a firm and needs to use his personal forms of mobility quite often. Someone has the flexibility of working at home or not, and so on. You're all quite acquainted with these differences, but of course, it's very important just to understand why people sometimes have a very explicit meaning about something, but it's more important to go and look what exactly is behind it, which characteristics are typical of these kind of groups, and how does this help us to understand their needs as a starting point to start solving this discussion. So just to say that sometimes what looks like very outspoken opinions might sometimes conceal needs that are often maybe somewhat more easy to reconcile than we might think at first sight. Well, how to handle the controversy? It's not our ambition to give a solution, of course, to how to handle this particular problem. But the idea is, well, in general, of course, some political decisions have to be taken. Some choices have to be made, whether to stress one aspect or one need more than the other. And it will always imply that some persons are less happy than others. But we think it's important to stress that there is a more possibility for reconciliation between these rather opposing visions, but we try to look for what exactly are the needs of these different people, why do they have such a very clear opinions about the way to go about with this park, and as such also I think it's important to continue to invest in studies which try to explain more, for example, in these typical tensions between mobility and livability, to understand with respect to a certain patch of land, what are the mobility fluxes that go about, which people use the place with which characteristics, what exactly is important for them. Do they what's the characteristics of the labor market which influences their needs, and etc. etc. So to have well-informed decisions before putting a lot of money in rearranging such a strip of land. So that's closing. Thank you. Donc nous allons prolonger la présentation et la discussion, notamment sur la dernière question, hein, comment gérer cette controverse, comment dépasser cette controverse, en donnant tout d'abord la parole à Mathieu Strahl, qui est docteur en géographie et chercheur à l'IGEAT, à l'ULB, qui va donc donner quelques réflexions sur base de cette présentation, et puis vous aurez bien entendu la parole pour poursuivre la discussion. Merci à eux et à lui. Merci Michel, merci à vous quatre pour cette présentation très intéressante et derrière tout le travail d'étude qui a été mené. Je pense que, ben oui, pour rebondir finalement sur la conclusion de cette étude, un élément important qui ressort de ça et qui peut a priori peut-être paraître trivial, c'est que la mobilité, c'est une question de politique. La mobilité, c'est une question de politique parce que elle implique de trancher dans des contradictions, et on le voit assez fort dans cette étude, elle implique de trancher parfois entre des contradictions et des intérêts contradictoires forts, et elle implique de faire des choix qui amèneront des gagnants et des perdants, et donc c'est très important d'identifier qui ils sont, pourquoi,
et comme l'a dit Luce en conclusion, de réfléchir aux réponses qu'on peut apporter à ces différentes attentes. Alors, ça a l'air un peu facile de dire ça, mais en fait, ça va en contradiction avec beaucoup de choses qu'on entend sur la mobilité. On entend souvent qu'il y aurait une forme de bon sens par rapport à des questions de transport et que donc, le bon sens, ce serait pour certains de se déplacer en voiture, pour d'autres de se déplacer en transport en commun, pour d'autres enfin, éventuellement, de développer les transports en mode doux, en vélo ou à pied. Ça, c'est une des approches. Et derrière, on entend beaucoup de discours qui vont mobiliser des notions comme une forme de mobilité apaisée, comme une forme de bonne façon de se déplacer. D'autres approches vont privilégier des logiques de flux, en disant la mobilité, c'est une question d'optimisation de flux et le résultat d'une somme d'optimisation de choix individuels. Et ce qu'on voit à travers cette étude, c'est que non, la question du transport et de la mobilité, c'est une question politique, c'est une question qui implique des contradictions qui peuvent être fortes, et donc c'est une question qui implique des choix qui peuvent être forts également et qui peuvent amener à des oppositions, à des contradictions et à des luttes. Et donc, par rapport à ça, c'est intéressant de s'interroger sur la façon dont justement les prises de décision politiques se font à Bruxelles et même à une échelle plus large, probablement à l'échelle métropolitaine bruxelloise, parce qu'on voit que ce qui se passe dans cet espace, dans ce bois de la Cambre, dépasse très largement l'échelle du bois et même probablement l'échelle de la région de Bruxelles-Capitale. Et là, on voit que plusieurs choses qui ont déjà été pointées dans d'autres études ressortent dans ce cas-ci. Et c'est probablement le résultat du contexte historique et politique bruxellois et belge, c'est que face à des choix politiques complexes, on arrive souvent à une structure politique qui est défaillante pour établir des prises de décision. Et cette défaillance, elle se rencontre souvent entre niveaux de pouvoir, mais même au sein des mêmes niveaux de pouvoir. Donc on va avoir des difficultés de prise de décision entre les niveaux communaux et régionaux, entre les niveaux régionaux, entre les niveaux régionaux et fédéraux, mais aussi à mêmes échelles, entre deux communes, etc. On est dans une structure politique où la hiérarchie des normes est très peu établie et donc où souvent, face à des problématiques complexes, on arrive à des situations où le choix va être entre une forme de statu quo et ce qu'on pourrait presque qualifier comme des coups politiques ou des décisions fortes. Et le bois de la Cambre en est un nouvel exemple où on voit d'une part une forme de difficulté à trancher entre les oppositions qui amène d'autre part à des prises de décision parfois radicales contredites par d'autres prises de décision, elles aussi tout aussi radicales. Et donc on arrive à des oppositions qui deviennent presque caricaturales entre opposants à l'automobile et pro-automobile, alors qu'en fait, ce qu'on voit derrière cette étude, c'est que les intérêts et la nuance qu'il y a entre les oppositions est beaucoup plus fine, mais c'est sa prise en charge dans la décision politique qui devient caricaturale. Et par rapport à ça, une fois qu'on a une image plus fine de ce qui se joue au niveau des oppositions autour d'un projet de mobilité, ici le bois de la Cambre, on peut réfléchir aux différentes réponses qu'on peut apporter. Et là, ce qu'on voit notamment quand on analyse les résultats de l'étude sur qui seraient les perdants d'une moindre possibilité de traverser le bois de la Cambre en voiture, on voit notamment que il y a une surreprésentation des habitantes et des habitants de la proche périphérie. Donc la zone Iris 1, en fait, c'est cette proche périphérie bruxelloise, c'est ces communes qui sont immédiatement en dehors des limites régionales. Et là aussi, si on revient à ce fait, la mobilité est une question politique. Derrière cette problématique des habitantes et des habitants de la proche périphérie, en fait, il y a des choix politiques qui sont faits ou qui ne sont pas faits et qui amènent à des difficultés en matière de mobilité. Il faut savoir que cette proche périphérie bruxelloise est le lieu où on utilise le plus la voiture pour se rendre à Bruxelles. Plus que quand on habite plus loin de Bruxelles, plus que quand on habite dans Bruxelles. Et que vraiment la frontière régionale bruxelloise agit comme une limite extrêmement forte en termes de mobilité, avec des communes qui ont des structures sociales
proches, hein, pensons à Uccle et Rode-Saint-Genèse, mais ça marche aussi entre Berchem et les communes immédiatement dans la périphérie flamande, avec des ruptures très très fortes dans les pratiques de mobilité et un usage de la voiture qui devient immédiatement beaucoup plus fort une fois qu'on sort de la région de Bruxelles-Capitale. Et ça, c'est pas le fruit d'un hasard, c'est pas le fruit simplement de structures urbaines qui seraient différentes, c'est le résultat des politiques qui sont menées en la matière. Quand vous habitez en proche périphérie bruxelloise, vous êtes en dehors, pour la plupart du temps, en dehors des lignes de la STIB, parce que l'essentiel du réseau de la STIB s'arrête aux limites régionales. Ce qui veut dire que si vous voulez vous rendre autrement qu'en voiture à Bruxelles, soit vous dépendez du chemin de fer, mais l'offre de chemin de fer, elle est plutôt concentrée sur les déplacements à longue distance, et ça aussi, c'est le fruit de choix politiques. Hein. L'offre de chemin de fer, elle est optimisée plutôt pour des déplacements interurbains et interrégionaux, pas pour des déplacements plus courts. Soit vous dépendez alors de l'offre des autres opérateurs, donc la combinaison entre De Leyne et Letec et la STIB, ou la combinaison entre la SNCB, De Leyne, Letec et la STIB. Donc une offre de transport public qui est complexe, une offre de transport public où l'intégration tarifaire reste limitée, où l'intégration des horaires reste complexe, où la prise en charge par deux opérateurs reste assez peu optimisée. Et donc, pour toutes ces raisons, si vous habitez ou si vous travaillez en proche périphérie, vous allez avoir beaucoup plus qu'ailleurs, et quelles que soient les conditions sociales, économiques qui sont derrière, beaucoup plus recours à l'automobile. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant d'élargir l'image autour du bois de la Cambre, parce que le bois de la Cambre et ses environs sont un espace exemplaire de cette problématique de l'intégration des transports publics. Si on regarde uniquement l'offre de la STIB, notamment à Uccle, notamment à Watermal-Boisfort, effectivement, le bois de la Cambre et ses environs constituent un espace où l'offre en transport public est relativement moins bonne qu'ailleurs à Bruxelles. Mais si on élargit cette image et qu'on y intègre l'offre de la SNCB, l'offre d'ETEC et l'offre de De Leyne, en fait, l'image devient très différente. Un axe comme la chaussée de Waterloo, qui est un trou noir dans le réseau de la STIB, est en fait un axe qui est parcouru par plusieurs lignes d'ETEC et plusieurs lignes de Leyne, mais qui sont très très peu utilisées par les Bruxelloises et les Bruxellois, et relativement peu utilisées aussi par les habitants de la périphérie. Le bois de la Cambre agit comme une barrière pour les lignes de transport public, bus et tram, mais par contre, il est traversé via un tunnel par une ligne de chemin de fer. Et Uccle et les communes environnantes, donc Linkebeek, Rode-Saint-Genèse, Waterloo, sont reliées et sont desservies par ces lignes de chemin de fer, mais de nouveau qui sont très peu utilisées par les Bruxelloises et les Bruxellois, et relativement peu aussi par les habitants de la proche périphérie. Et donc là, on voit, par rapport aux résultats de l'étude sur qui seraient les gagnants, les perdants des réaménagements, on voit déjà une piste de travail, mais qui implique des choix politiques forts. Parce que derrière, l'intégration tarifaire, c'est mettre 4 autorités belges autour de la table, c'est de nouveau trancher en des oppositions qui peuvent amener des gagnants et des perdants. Et donc, pour terminer mon intervention et pour ouvrir des questions pour vous, je me demandais, au regard de vos résultats, si vous deviez refaire l'étude, est-ce que vous auriez déjà réfléchi à d'autres variables que vous aimeriez intégrer dans votre enquête, d'autres questions qui n'auraient pas été tranchées dans ce cadre-ci et qui permettraient de répondre finalement ou d'avancer finalement dans cette problématique? Est-ce que vous avez pensé aussi à d'autres méthodes d'enquête? Et donc derrière ça, est-ce que vous pensez que vos résultats sont représentatifs ou non des usagers du parc et des gens qui y circulent? Et sinon, quels sont selon vous les gens qui ont été touchés et qui n'ont pas été touchés? Et est-ce qu'il y aurait d'autres façons d'analyser ces résultats? Par exemple, est-ce que vous avez réfléchi, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais à analyser avec un cadre géographique fixe, en se disant, on regarde les réponses des gens de Uccle, des gens du reste de la région de Bruxelles-Capitale, des gens de la périphérie, en les séparant d'emblée finalement et en regardant s'il y a des oppositions qui se jouent à ce niveau-là ou est-ce qu'elles n'existent pas et est-ce que l'approche par régression est plus efficace. Tout ça dans l'idée de continuer à avancer finalement sur cette problématique.
Michel, est-ce que tu reprends? Je vais reprendre. Ça va. Il y a moyen de répondre directement là si on veut éviter trop de déplacements. Donc on retient ta question, mais peut-être qu'on va prendre aussi d'autres questions pour quand même donner la parole d'abord à la salle. Merci beaucoup Patrick. Je m'excuse, j'aurais dû te demander de venir parler ici parce que pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur ou qui vont réécouter ceci après coup, ils n'ont sans doute pas pu t'entendre. Donc je résume peut-être très très brièvement tes trois interventions. Donc d'une part une question plus d'information à partir d'un élément dont tu disposes apparemment selon lequel le bois de la Cambre serait la propriété de la ville de Bruxelles, mais il y aurait une toute petite partie sur le territoire d'Uccle, ce qui donnerait un levier à cette commune. La référence à la thèse de Mireille de Koning et aussi la fermeture, enfin, dans l'historique qui a été fait, la fermeture de l'avenue Legrand, qui était un élément important à noter. Alors peut-être que vous pourriez déjà répondre à cet ensemble de questions, en ce compris celle de Mathieu Strahl, à laquelle j'ajouterai une question de Jacques de Coster qui nous l'a envoyée sur les PMR, les personnes à mobilité réduite, qui ne sont pas des usagers nécessairement très habituels du bois parce que le bois n'est pas très accessible aux PMR. Et voilà, il avait aussi des questions concernant la participation à cette enquête, qui est-ce qui y participe, y a participé. Voilà. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je laisse la question de la salle à un de mes collègues, mais je veux bien commencer avec quelques éléments en réponse aux questions de Mathieu. Certainement, on a voulu reprendre d'autres variables qui sont, finalement pas. À un certain moment, je pense, avait ajouté des questions sur le genre. Je ne sais plus comment c'est passé, mais ce qui est plus important, c'est des variables qui donnent une vue plus claire sur les statuts socio-économiques des personnes. À ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment repris. Le seul caractéristique qui est un peu en lien avec ce statut, c'est plutôt si les personnes ont un jardin privé ou non. C'est le seul truc qui a un peu un lien avec ce statut. Mais pour le reste, en effet, il n'y a aucune variable. Et c'est quand même, on doit le dire, c'est une variable très importante. Donc c'est en tout cas un truc qu'on devrait prendre en compte. Mais c'est souvent, je dois vous décrire un peu le contexte en général. C'est une recherche qu'on a essayé d'entamer assez vite, vu le contexte des discussions là-dessus. Et c'est aussi une recherche qu'on a fait dans notre temps libre. Donc, si on avait pris plus de temps et on aurait plus de temps, on a voulu reprendre beaucoup plus de variables et surtout aussi l'autre aspect, notamment sur l'échantillon. On est tout à fait conscient que l'échantillon n'est pas du tout représentatif pour la population bruxelloise et que c'est surtout, vu les canaux qu'on a utilisés pour diffuser ce lien, pour répondre, c'est surtout les gens qui ont une opinion assez forte, assez explicite sur ces discussions, qui ont pris cette enquête. Donc, c'est clair qu'il y a toute une série de gens qui ont une idée, sans doute, sur comment gérer ces différentes tensions, qui n'ont pas pris de temps pour une série de raisons de répondre. Donc, en tout cas, ce serait très intéressant pour pouvoir refaire une telle recherche avec un échantillon bien stratifié. Je devrais penser à quel type de variables on devrait prendre en compte pour définir la stratification, mais en effet, les différents types de communes, leur relation avec les différentes possibilités d'entrer Bruxelles, d'entrer la région, seraient sans doute très définissantes pour leur possibilité de pouvoir visiter Bruxelles. Voilà. Voilà, à ce moment, ce sont mes premières réactions, mais peut-être je reviens, mais il y a encore d'autres réactions des collègues.
merci pour les questions. Je vais répondre à quelques-uns qui n'ont pas été touchés. Bon, juste pour compléter ce que Luz disait par rapport à l'échantillon, c'est que c'est très problématique aussi, c'est que chaque choix d'échantillon est limité dans le sens que est-ce qu'on prend un échantillon représentatif de la population de la région bruxelloise, de la zone métropolitaine, de la zone de Bruxelles Sud, on va dire, seulement les communes avoisinantes. Donc, en fait, chaque échantillon va nous donner une réponse et pas d'autres. Et donc, c'est intéressant voilà, d'avoir ça en tête. Et aussi, si le jour, mais ça va pas arriver, mais si un jour on va faire un référendum autour du parc, c'est la même chose. À qui on demande? Est-ce que c'est juste de demander à quelqu'un des Aventem de savoir le bois de la camp? Peut-être oui, peut-être non, hein, mais voilà, c'est des questions ouvertes. À niveau de quelle autre non, et c'est pour cela voilà, qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser pour mieux comprendre. Pour l'instant, une enquête comme celle-là, c'est à niveau pratique, dans le contexte où on était, c'était la plus simple, mais il y a d'autres, bien sûr, d'autres questions à voir. Par exemple, pour moi, il y a entre les autres méthodes, il faut comprendre les dimensions politiques et vraiment des décisions politiques entre les partis et qui défend qui et pourquoi, et comme ça, parce que je pense qu'on va comprendre beaucoup autour du bois de la Cambre et ça. Il y a ça d'un côté, et de l'autre côté aussi, une recherche plus qualitative avec les usagers du parc et les praticiens autour du parc, parce qu'une enquête, je pense qu'on a reçu un des commentaires pendant qu'on faisait l'enquête, ah mais je peux pas répondre, il faut donner une ordre entre les réponses, moi je ne veux répondre qu'une. Donc c'est un exemple d'un cas où une enquête est limitée par qui l'écrit, tandis qu'un focus group ou un entretien ouvert est beaucoup plus flexible pour écouter, pour faire émerger des sujets différents. Donc ça, c'est aussi intéressant. Après, le statut du parc. Alors, à mon avis, mais voilà, je ne suis pas complètement sûr, mais pourquoi UCL a un rôle si important? À mon avis, ce n'est pas seulement une question de propriété, mais c'est aussi parce que UCL est géré par, le maire de UCL est maire, et j'ai l'impression que Diès, que le maire de UCL, est devenu, pour des raisons différentes, mais il veut être le champion de ceux qui défendent l'utilisation de la voiture. Et donc, il arrive donc avec, derrière lui, c'est pas la commune de Uccle, c'est le maire en sens plus large, et il a un bassin d'électeurs qui ne vont pas élire lui, mais les partis similaires dans la raison plus large. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là aussi important, surtout parce qu'après, à Bruxelles, à la région, il y a des majorités différentes. Mais bon, ça, c'est mon, comme ça, mon gut feeling, donc ma sensation. Après, à niveau des PMR, oui, je pense que c'est hyper intéressant. Et ça, c'est une des questions que peut-être on aurait dû ou pu, on va découvrir mieux. Parce que nous, on a demandé dans l'enquête, est-ce que vous avez des difficultés physiques? Mais c'est très difficile pour nous de définir, OK, dans quelle mesure une personne est simplement un peu mal en genou ou c'est une personne en PMR. C'est un spectre assez large, et il faudrait effectivement creuser avec attention pour essayer de comprendre. Parce que, par exemple, il y a certains types de limites à la mobilité qui obligent quelqu'un à prendre la voiture parce qu'il ne peut pas prendre le vélo, par exemple, et en même temps, d'autres types de réduction de la mobilité qui empêchent complètement de prendre la voiture et qui met une personne dans l'obligation de prendre, dans les conditions de devoir prendre les moyens de transport en commun. Donc voilà, c'est sûr que c'est des questions intéressantes qu'il faut, on peut creuser plus, et qu'on n'a pas fait le matériel pour faire. Voilà, donc je laisse à Claire. Oui, donc, juste pour préciser sur la question des PMR, en fait, on avait posé la question oui, non, et puis après, les gens avaient la possibilité de laisser un commentaire. Et dans ces commentaires qu'on n'a pas traités, parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à avoir 7000 réponses, et que 7000 réponses à traiter, c'est quand même un autre travail pour le dimanche après-midi. Mais on a quand même vu qu'il y a certains qui, par exemple, avaient coché le oui d'une difficulté physique à se déplacer, parce que dans les commentaires qualitatifs, ils nous racontaient qu'ils voilà, ils étaient souvent avec une poussette. Et donc, il y avait des compréhensions différentes de cette difficulté physique selon les répondants. Mais néanmoins, on avait une part assez importante, enfin, une part significative quand même du groupe Allo Trafic
qui faisaient part de difficultés physiques pour l'usage des transports individuels ou publics. Donc, qui disaient avoir des difficultés à se déplacer, par exemple à se déplacer en voiture ou à se déplacer aux arrêts de tram, à descendre en escalator, etc. Donc, c'était un peu comme ça qu'on l'avait posé cette question. Mais en fait, si on pouvait refaire le questionnaire, on serait plus spécifique parce que c'est justement après difficile à mobiliser quand c'est aussi flou finalement comme dimension. Alors au niveau des frontières communales, le parc en lui-même, tel que dessiné au 19e, est sur la commune de la ville de Bruxelles. Mais par contre, effectivement, les territoires autour, souvent, enfin, c'est difficile. En fait, quand on se balade dans le parc, on ne saisit pas toujours exactement où est-ce que le parc se termine et où est-ce qu'on est dans les terrains annexes qui sont effectivement parfois dans d'autres communes. Alors oui, hein, pour réagir sur la question de l'exhaustivité, l'idée ici n'était pas de vous présenter tous les plans qu'on a eus au cours du XXe siècle sur surtout la liaison est-ouest qui fait l'objet en fait de toute une série. Enfin, je vous ai pas montré le plan des fonds des routes par exemple pour la prolongation de l'avenue Roosevelt sous le bois, etc. C'était un peu pour vous donner voilà, un aperçu du type d'études qu'on a eu à toute une période sur ces questions-là. Mais effectivement, j'aurais peut-être dû préciser et notamment l'enquête de la SOBEMAP dont je vous ai parlé, elle est fortement liée à cette thématique de la liaison en transport public, en fait, sur cet axe est-ouest, et qui effectivement sera résolue par la déviation du trafic sur l'axe de l'axe Lacambre-Le-Grand vers les autres voiries. Je suis super intéressée pour l'étude de mobilité de la ville de Bruxelles des années 2000. Moi, j'avoue que je l'ai pas trouvé, mais si vous l'avez, je suis intéressée de la regarder. Merci. Si Sebastiano veut ajouter quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, merci déjà pour vos réactions. Est-ce que je peux vous demander d'avoir la gentillesse de venir jusqu'ici parce que ça sera mieux pour l'enregistrement, si vous êtes d'accord? Bonjour, merci pour cette présentation. Je m'appelle Alan Way et je travaille à l'ULB au laboratoire d'études interdisciplinaires sur la ville. Je me demandais, vu la méthodologie que vous avez choisie, on voit qu'il y a une très forte polarisation et je me demandais si, et cette manière aussi finalement de profiler les réponses, est-ce que ça risque pas finalement de conduire à une polarisation encore plus accentuée dans la mesure où chacun des partis politiques saurait plus ou moins ce qu'il a à défendre? Après, c'est déjà le cas, mais en fait, il se sentira encore plus habilité à défendre uniquement son point de vue, et du coup, je vois mal comment est-ce qu'il pourra arriver à une situation de compromis, là où il verrait que de toutes les façons, leur vivier électoral est sûrement déjà sur une position fixe. Autrement dit, est-ce que l'étude risque pas finalement de renforcer la polarisation, ou les réponses apportées par l'étude, ou la manière d'envisager, risque pas de renforcer cette polarisation? Donc la polarisation dans les débats, à l'époque, elle était très fortement centrée sur la question de la mobilité, presque uniquement, donc avec une opposition entre transport motorisé et le vélo, comme incarnation des mobilités actives, mobilité douce de l'autre côté. Et ce qu'on a quand même montré dans l'étude, c'est que finalement, la question des motivations derrière le choix de restreindre l'activité en voiture dans le bois, c'était beaucoup plus lié à l'aspect récréationnel. Et finalement, effectivement, on voit qu'il y a que parmi le groupe Ban Trafic, il y a un usage du vélo, y compris à travers le bois. Mais ce qui est vraiment important, c'est plutôt cette question de la motivation d'utiliser le bois comme un espace récréatif. Et donc, en soulignant en fait finalement quels sont les besoins réels qui sont exprimés à travers ces préférences et en pointant exactement qu'est-ce qui prend aux tripes en fait des gens qui ont pris le temps de répondre à notre enquête. Je pense que ça permet quand même de nuancer finalement le débat dans le sens où c'était pas un débat en fait entre vélo et voiture, c'était vraiment un débat entre espace ouvert, espace vert, récréatif, et puis accessibilité à la ville en fait.
et donc pas tellement accessibilité au bois en tant que tel, c'est vraiment l'accessibilité à la ville à travers le bois qui se trouve être au milieu, quoi. Mais donc, alors effectivement, on a créé les groupes en fonction des réponses principales et des choix qui étaient émis par les répondants. Mais on se rend compte que finalement, derrière ces choix, en fait, il y a des logiques qui sont vraiment très différentes de celles qui étaient évoquées par les pouvoirs politiques ou les journalistes à l'époque. Est-ce que d'autres intervenants voudraient s'exprimer? Madame Durcel, qui est la députée bruxelloise la plus fidèle à nos midis de l'IRIP, je pense. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, moi j'avais quelques questions concernant la proportion justement d'habitants de la périphérie qui avaient participé, parce que vous l'avez dit, il y a une majorité de ceux-là qui adhéraient donc, à l'idée de conserver le bois ouvert à la circulation automobile, mais vous ne l'avez pas dit de façon globale, donc sur les 7000, combien étaient finalement des habitants de la périphérie. Pourquoi? Parce que ce qui est évidemment très intéressant dans votre étude et qui est très différent en politique, c'est qu'en politique, on travaille sur un territoire qui est celui d'une commune ou celui de la région, et donc on défend ses intérêts. On ne défend pas nécessairement l'automobile comme vous expliquez que M. Dilliez défendait l'automobile. Non, je crois qu'il défend une position tout à fait équilibrée avec une possibilité pour le bois de la Cambre de pouvoir respecter tous les modes. Donc je crois que c'est ça qu'il recherche. Mais par contre, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous, on rêve de travailler pour la mobilité dans le cadre d'une zone métropolitaine qui, vous le savez, malheureusement n'existe pas dans les faits. Et ici, vous avez cette possibilité, évidemment, de travailler à cette échelle-là de façon optimale. Et c'est vrai que ça pourrait venir renforcer une vision globale de la mobilité et des effets que ça peut produire. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point le bois peut faire office de barrière d'une certaine façon, que ce soit pour les flux de circulation, parce que vous avez abordé cette question en termes de mobilité, mais et aussi le fait que ça puisse, d'une certaine façon, en fait, dans le plan régional de développement durable, le PRDD, sont considérées 6 entrées de ville véritablement, qui sont en fait des arrivées d'autoroute. Mais est-ce qu'on peut considérer en réalité ce bois de la Cambre comme une entrée de ville? C'est considéré par pas mal de personnes comme tel, parce qu'en réalité, le sud de Bruxelles, en tout cas tout ce qui est périphérie, au sud de Bruxelles, mais arrive dans Bruxelles par là. Donc de cette façon-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une barrière? D'autant plus qu'en termes de transport public, c'est aussi le cas. Donc ce n'est pas uniquement pour l'automobile que c'est un problème. Et alors, je voulais aussi vous signaler simplement que le bourgmestre de Bruxelles parle toujours d'un central park. Il met toujours en avant le fait que le bois de la Cambre deviendrait le central park bruxellois. Mais en réalité, quand on analyse le central park, en fait, il y a des artères qui permettent de joindre l'est et l'ouest de l'île. Donc, d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y a pas une revisitation à faire de la logique actuelle, où on reste dans un cadre d'ouverture et de fermeture, où on pourrait peut-être créer autre chose qui pourrait être intéressant? Et ça, dans l'étude, est-ce que d'une certaine façon, vous avez permis aux citoyens de pouvoir vous faire des propositions ou de répondre à ce type de questions? Voilà, je vous remercie déjà. Alors, merci pour l'intervention. C'était ça m'intéressait parce que c'était en même temps une question, mais aussi une expression de ce que vous pensez, donc comment vous réagissez à la recherche, que c'est, bien sûr, c'est intéressant. Donc, par rapport au... quand vous dites, est-ce que les bois vous n'avez pas pensé que les bois de la Cambre est une entrée du sud de Bruxelles?
Oui, ben, alors, bien sûr qu'on peut, et il y a des gens qui le considèrent, il y a d'autres gens qui le considèrent comme un parc, et ils n'ont pas envie de renoncer à la fonction de... C'est pas une question de renoncer, mais je veux dire, il y a des gens qui le considèrent comme ça, et c'est les gens qui plutôt préfèrent l'avoir comme un espace de transit automobile, et d'autres gens qui ne veulent pas, veulent l'utiliser comme espace de détente, dont le passage empêché, c'est une détente empêchée par les voitures. Donc, c'est notre, mon opinion, en tout cas, c'est irrelevant. Ici, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer les résultats de comment des, voilà, 8000 citoyens habitant à Bruxelles et en périphérie et expriment leur utilisation et leur ambition autour du parc. Et donc, ce que vous dites par rapport les correspondants avec le Central Park ou par rapport à la mobilité, c'est une considération hyper importante que notre étude répond seulement en partie, aussi parce que pour y répondre, il faudrait combiner, comme je disais tout à l'heure, des méthodologies, des approches, des angles complètement différents. Et donc, tu veux répondre par rapport à l'échantillon? Moi, je peux répondre parce qu'en fait, l'histoire, c'est que je n'ai pas en tête les chiffres, mais c'est pas, comme ce n'est pas un échantillon représentatif, savoir combien de personnes il y a dans un groupe ou dans l'autre, ce n'est pas nécessairement utile à répondre à la question. Et donc on peut savoir le numéro si c'est base le... Donc, dans l'échantillon, 6000 personnes habitent le Pentagone, la première couronne ou la deuxième couronne. Donc, ça veut dire qu'il y a plus ou moins 1500 personnes de la périphérie ou même en dehors de cette périphérie. Mais il ne faut pas, voilà, c'est pas une façon de dire, voilà. Et après, la vraie question, comme vous l'avez dit à un moment, dans un autre moment, vous avez dit, oui, en tant que politique, nous, on est basé sur un territoire, et effectivement, donc, nous, on peut découvrir qu'est-ce que dit la métropole ou pas, mais après, vos électeurs, ils habitent dans un endroit, ou les électeurs d'un autre habitent dans un endroit, et donc c'est un travail politique de savoir si une commune veut aussi écouter les électeurs des autres communes, et pourquoi, et comme ça. Donc, c'est articulé dans ce sens-là. Je pense que j'ai un peu répondu à ce que vous intéressez. Dites-moi, parce que quand l'intervention était longue, peut-être vous avez des points que je n'ai pas touchés. Ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez posé des questions parce que j'ai bien compris l'aspect récréatif, Mhm. nous aussi, on défend l'aspect Oui, oui. récréatif du bon accord, évidemment. Mais le fait que ça puisse être une barrière, si vous voulez, et je crois que c'est ce que le bourgmestre de Uccle considère, c'est Mhm. qu'à partir du moment où on le laisse dans ce tenant sans possibilité d'y accéder Mhm. ça peut faire une véritable frontière Alors, problématique pour sa commune qui, du coup, reste enclavée. oui. Alors, on n'a pas formulé la question dans ces termes-là, mais dans les questionnaires qu'on a eus, il y a pourquoi vous voulez une certaine utilisation du parc, donc avec les voitures, au sein des voitures, en gros. Et je ne me rappelle pas, je n'ai pas en tête les réponses spécifiques, mais il y avait pour l'accessibilité des commerces autour, pour accéder. Donc, c'est une question d'interprétation. Est-ce que je veux le parc ouvert aux voitures pour pouvoir accéder à la ville? Est-ce qu'on peut interpréter que ça veut dire que si le parc est fermé, donc il s'agit d'une barrière? Je pense que oui, mais ce n'est pas exactement comme ça qu'on a formulé la question. Après, je comprends ce que vous voulez dire. Je pense qu'une enquête quantitative, bon, pas seulement on n'a pas posé les questions, il y en a, donc les données sont limitées dans ce sens, mais je pense que une enquête qualitative serait plus intéressant parce que est-ce que c'est une barrière? Quand on pense une barrière, il faut aussi réfléchir pourquoi on a besoin d'aller au-delà de la barrière. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire une barrière? Est-ce que c'est une barrière parce qu'on a besoin d'aller en voiture et donc il faut faire le tour? Ou est-ce que c'est, par exemple, pour un cycliste, il y a des cyclistes qui ont répondu, le voie de la camp tel qu'il est avec les voitures représente une barrière parce que c'est pour cette personne, lui semblait dangereux à traverser les voies de la camp avec les voitures parce qu'il y a régulièrement des accidents et cette personne se sentait... Donc, la question de barrière, c'est très intéressante et très subjective et donc c'est intéressant, je pense,
de la regarder avec une approche qualitative et ouverte et pas avec une enquête fermée. Mais par contre, sur ce point, il y avait l'enquête qui avait été faite par la Cambre Survey, où ils s'étaient intéressés pendant la phase de test, en fait, via un tracking GPS, via les applications de transport type Google Maps, en fait, justement, à l'allongement des temps de parcours, etc. Donc eux, ils étaient occupés en fait de faire toute cette analyse-là. Du coup, nous, on s'est vraiment pas concentré là-dessus. On s'est vraiment concentré sur les motivations et comment est-ce que ces motivations reflétaient aussi différents usages euh, euh, avant le Covid et pendant le Covid. Donc on s'est pas intéressé à ça de manière centrale. Encore un tout petit truc, je pense pour nous, l'idée c'est si un autre volet pourrait être enfin, ajouté à cette recherche, ce serait plutôt avec le but de creuser pour quel but est-ce que les gens ont besoin de passer cette barrière plutôt que de leur demander est-ce que vous ressentez ce bois comme une barrière ou est-ce que ça vous dérange ou est-ce que vous avez d'autres idées parce qu'il y a plein d'idées qui circulent, mais plutôt de comprendre pourquoi est-ce que les gens allez, trouvent que pour eux ça constitue une barrière pour vraiment aller vers la manière que allez, ils sont réduits ou non dans leur recherche pour aller au travail, pour avoir de l'air pur. Et, enfin, donc vraiment de comprendre vos besoins de réaliser ce que vous voulez, et plutôt que de demander hein, des questions plutôt subjectives, est-ce que ça constitue pour vous une barrière. Donc je sais que c'est un peu, un peu clair, j'essaie de compliquer, mais ok, ça va. Okay. Voilà, je pense qu'on va devoir malheureusement s'arrêter là. Merci encore une fois à nos intervenants, Mathieu, vous-même. Une petite intervention pour terminer? Vous pouvez venir jusqu'ici, oui, ça serait mieux. Bonjour, Tilman Gizegam, je travaille pour Interenvironnement Bruxelles. J'ai juste une petite question sur le profil des usagers du bois. Vous avez dit tout à l'heure que les personnes qui utilisaient plutôt le bois comme un endroit de transit, paradoxalement, avaient moins accès à un espace vert privatif. Est-ce que l'étude permettait de montrer un peu sur les usagers récréatifs du bois? Est-ce que ce sont des gens qui ont accès plutôt à un accès vert privatif ou aussi peut-être à des accès, parce qu'il y a une inégalité d'accès aux espaces verts sur le territoire? Est-ce que ce sont plutôt des gens des quartiers aux alentours, ou plutôt des gens qui viennent de plus loin, qui ont moins accès à un espace vert, qui se retrouvent dans ce groupe-là? Ouais, non, mais donc en fait, mais c'est mon raisonnement en tant que sociologue, c'est en fait dans le questionnaire, on avait posé plusieurs questions hein, sur l'accessibilité aux espaces verts. Et une des questions est est-ce que vous avez accès à un espace vert privé, un jardin privé? Mais il y avait aussi des questions est-ce que dans votre quartier il y a un parc avec oui, avec des arbres ou un jardin, mais en fait, la seule variable de toutes ces variables qui sortaient comme significatif, c'était celui de jardin privé. Donc tous les autres, comme avoir accès à un espace vert, un parc, apparemment, ça n'a pas d'influence en fait sur leur choix ou d'appartenir à un de ces groupes. Et donc mon raisonnement, mais c'est juste une hypothèse comme sociologue, c'est en fait comme on n'a pas posé des questions sur le statut socio-économique des gens, peut-être c'est avoir un jardin, ça capte plutôt ça que vraiment avoir un jardin. C'est plutôt là, il y a des gens, oui, je vais pas dire riches, c'est pas riche, mais des gens peut-être plus aisés, quoi, qui ont un jardin. Et c'est ça qu'on a capté, et pas vraiment cette idée d'espace vert. Mais c'est pas une chose qu'on peut vérifier, comme on n'a pas ouais, rechercher le statut socio-économique. Mais donc tout ce qui était autre, comme je le disais, avoir accès à un espace vert tout près de chez eux, sont tous des choses qui n'étaient apparemment pas importantes dans notre échantillon. Ça ne veut pas dire qu'en général, c'est pas important, mais pas pour notre échantillon en tout cas. Après, si je peux
ajouter. En fait, c'est une question qu'on n'a pas vraiment posée et peut-être c'est intéressant de la poser effectivement parce que nous, notre point de départ, c'était la première question, comment vous voulez utiliser les parcs, ban traffic, allow traffic ou middle ground. Mais en fait, peut-être ce que vous suggérez, c'est de rechercher, OK, mais si on regarde, on laisse tomber les préférences pour le parc, mais on regarde, est-ce qu'on a, dans l'utilisation des parcs en général, est-ce qu'il y a une relation entre ça et, la propriété d'un jardin? Donc ça, c'est une autre type de relation qu'on n'a pas regardé en détail parce que notre point de départ initial, c'était cette cluster entre trois. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant, mais il faut la calculer. On peut le faire après. Voilà, il me reste à vous annoncer la dernière séance pour cette année qui aura lieu le 13 décembre, qui sera consacrée au projet Bicyclette. C'est un projet de recherche en fait mené autour d'Urbike, qui est un système de transport de marchandises à vélo. C'est un projet co-create financé par Innoviris. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et une belle fin d'année. À bientôt.